Salutations individus de YouTube, nous sommes de retour pour la lecture de la Révolution russe de Volyn. Nous allons lire l'entre-deux révolutions, puis passer à la Révolution 1917, le passage que tout le monde attend avec impatience. Évidemment, avertissement, il y a de l'antisémitisme, puisqu'on parle d'un état tsariste qui organisait des tueries de personnes juives, qui s'appellent les pogroms. Il y a eu un mot à part, tellement c'était spécifique, et répression sanglante, puisque le tsarisme c'est aussi une monarchie absolue de droit divin, qui a donc absolument tous les droits au-dessus de la morale, etc. Vers la grande explosion, 1905-1917. Les 12 années, exactement, qui séparèrent la véritable révolution de son ébauche, n'apportaient rien de saillant au point de vue révolutionnaire. Au contraire, c'est précisément la réaction qui triompha bientôt sur toute la ligne. Le sort de la Douma en fut la manifestation la plus éclatante. Alors pour les gens qui n'étaient pas là avant et pour la rediff YouTube, la Douma c'est une sorte de mini-parlement constituant que le tsar a concédé pour avoir la paix, en quelque sorte. Mais c'est devenu une sorte de pantin contrôlé par l'État, si je me souviens bien. Tu peux arrêter d'être toxique, s'il te plaît. Mince, je rigole, mais c'est nerveux. La Douma commença à siéger en avril 1906. Un enthousiasme populaire débordant l'accueillit à sa naissance. Malgré toute l'imagination du gouvernement, elle s'avéra nettement en opposition. Le Parti constitutionnel démocrate, donc c'est un parti de droite qui s'est créé vers 1905 pour prendre le contrôle, la domina par le nombre et la qualité de ses représentants. Le professeur Mouromtsev, enfin constitutionnel démocrate, excusez-moi je me rattrape, c'est pas vraiment totalement de droite, c'est dit libéral. Comparé au tsarisme, on est forcément de gauche quand on est libéral. Et moi je dis de droite par défaut, par habitude, excusez-moi. Bref. Le professeur Mouromtsev, un des membres les plus éminents de ce parti, fut élu président de l'Assemblée. Les députés de gauche, donc social-démocrates et socialistes révolutionnaires, entre guillemets travaillistes, y formaient également un bloc important. La population entière suivait les travaux de la Douma avec un intérêt passionné. Tous les espoirs volaient vers elle. On attendait au moins des réformes larges, justes, efficaces. Mais dès le premier contact, une hostilité, sourde d'abord, de plus en plus ouverte par la suite, s'établit entre le « parlement » et le gouvernement. Ce dernier entendait traiter la Douma du haut en bas, avec un dédain qu'il ne masquait même pas. Il la tolérait à peine. Il l'admettait difficilement, même à titre d'institution purement consultative. La Douma, elle, cherchait au contraire à s'imposer contre une institution législative constitutionnelle. Les rapports entre l'un et l'autre devenaient de plus en plus tendus. Naturellement, le peuple prenait parti pour la Douma. La situation du gouvernement devenait ridicule et dangereuse. Toutefois, une révolution immédiate n'était pas à craindre. Et puis le gouvernement comptait sur ses troupes. Il se décida donc bientôt à une mesure énergique. Un beau jour, au lendemain de quelques discussions orageuses avec les représentants du gouvernement, la Douma, la soi-disant « première Douma », fut dissoute, à l'été 1906. À part quelques émeutes, dont la plus importante fut celle de Kronstadt, plus sérieuse encore que celle d'octobre 1905, le pays resta tranquille. Quant aux députés eux-mêmes, ils n'osèrent pas résister efficacement. Ils se soumirent à la dissolution et se bornèrent à lancer une note de protestation contre cet arbitrage. Pour élaborer cette note, les ex-députés, et il s'agit surtout des membres du Parti constitutionnel démocrate, se rendirent dans une ville de Finlande, la ville de Viborg, qui fit appeler cette note, entre guillemets, l'appel de Viborg. Après quoi, ils retournèrent tranquillement chez elles. Malgré le caractère anodin de leur entre guillemets révolte, elles furent jugées quelque temps après par un tribunal spécial et condamnées à quelques peines, d'ailleurs légères. Un seul député, jeune paysan du gouvernement de Stavropol, le entre guillemets travailliste F. Onipko, ne se résigna pas. Ce fut lui l'animateur de ce second soulèvement de Kronstadt. Saisi sur place, il faillit être passé par les armes. Finalement, il fut jugé et condamné à l'exil en Sibérie. Il se sauva et se réfugia à l'étranger, et retourna en Russie en 1917. Aussitôt après la dissolution de la première Douma, le gouvernement modifia sensiblement la loi électorale et convoqua la deuxième Douma, incomparablement plus modérée et plus médiocre que la première. Celle-ci parut tout de même encore trop révolutionnaire au gouvernement, elle fut dissoute à son tour. La loi électorale fut à nouveau remaniée. On arriva à une troisième et enfin à une quatrième Douma, laquelle, instrument docile entre les mains du gouvernement, put traîner une existence morne et stérile jusqu'à la révolution de 1917. En tant que réforme, loi utile, etc., la Douma n'aboutit à rien.
Mais sa présence ne resta pas absolument sans résultat. Les discours critiques de certains députés de l'opposition, l'attitude du tsarisme face aux problèmes brûlants de l'heure, l'impuissance même du entre guillemets Parlement à les résoudre, tant que l'absolutiste s'obstinait à rester debout, tous ces faits éclairaient de plus en plus les vastes masses de la population sur la véritable nature du régime. Deux processus parallèles caractérisent surtout la période en question. D'une part, la dégénérescence accélérée, définitive, on peut vraiment dire la pourriture du système absolutiste, et d'autre part, l'évolution rapide de la conscience des masses. Les indices incontestables de la décomposition du tsarisme étaient assez connus à l'étranger. L'attitude et le train de vie de la cour impériale étaient de ce genre classique qui, généralement, précède la chute des monarchies. L'incapacité et l'indifférence de Nicolas II, donc l'actuel tsar, le crétinisme de ses ministres et fonctionnaires, ainsi que leur vilainie, le mysticisme vulgaire qui s'empara du monarque et de sa famille, la fameuse épopée de Raspoutine, etc., tout cet ensemble de phénomènes n'était qu'un secret pour personne à l'étranger. Beaucoup moins connus étaient les changements profonds qui s'effectuaient dans la psychologie des masses populaires. Et cependant, l'état d'âme d'un homme du peuple de l'an 1912 n'avait plus rien de commun avec sa psychologie primitive d'avant 1905. Toujours encore très méprisant ce mec quand même, primitive, bref. Des couches populaires, tous les jours plus vastes, devenaient nettement anti-tsaristes. Seule la réaction féroce qui interdisait toute organisation ouvrière et aussi toute propagande révolutionnaire empêchait les masses de préciser, de fixer leurs idées. En attendant, tous les problèmes vitaux restaient en suspens. Le pays se trouvait dans une impasse. Une révolution décisive devenait inévitable. Il ne manquait plus que l'impulsion et les armes. C'est dans ces conditions qu'éclatait la guerre de 1914. Elle offrit bientôt aux masses et l'impulsion nécessaire. Elle offrit bientôt aux masses et l'impulsion nécessaire et les armes indispensables. La grande explosion et ses suites, 1917 à nos jours. Comme cela se produit habituellement dans des cas analogues, au début de la guerre, le gouvernement russe, lui aussi, réussit à éveiller dans les masses toute la gamme de mauvais instincts, de passions dues à un atavisme animal, de sentiments périmés, aujourd'hui humainement et socialement criminels, tels que le nationalisme, le patriotisme, etc. Comme partout ailleurs, en Russie également, des millions d'hommes et de femmes et d'autres personnes non binaires, des millions d'êtres humains donc, furent dupés, désorientés, fascinés et contraints à courir, tel un troupeau de bêtes à l'abattoir, vers les frontières. Les graves problèmes de l'heure furent abandonnés, oubliés. Les quelques premiers entre guillemets, succès obtenus par les troupes russes réchauffèrent encore davantage le entre guillemets, grand enthousiasme du peuple. Mais assez rapidement, la face des choses changea la Russie. La série des défaites commença et, avec elle, renaquirent bientôt les inquiétudes, les déceptions, le mécontentement. La guerre coûtait terriblement cher, en argent et surtout en hommes, et en soldats. Des millions de vies humaines durent être sacrifiées. Pourquoi ? Bah voilà, t'as mis vie humaine, pourquoi tu mets homme juste avant ? Bref. Sans aucune utilité, sans la moindre compensation. De nouveau, le régime témoigna ouvertement de son incapacité, de sa faillite, de sa pourriture. Et de plus, certaines défaites qui coûtèrent cependant des monceaux de victimes restèrent inexplicables, mystérieuses, suspectes. À travers tout le pays, on parla non seulement de négligence criminelle, d'une incapacité flagrante, mais surtout d'espionnage dans le commandement suprême, de haute trahison à la cour même. On accusait presque ouvertement les membres de la famille impériale d'avoir des sympathies pour la cause allemande, d'avoir même des ententes avec l'ennemi. La cour s'inquiétait peu de ces bruits. Quelques mesures prises tardivement ne suffirent pas à les démentir. Dans ces conditions, l'entre guillemets enthousiasme du peuple, et aussi celui de l'armée, s'évapora entièrement dès 1916. Toutefois, ce ne furent pas tant les événements d'ordre purement militaire qui déterminèrent la grande explosion de février 1917. Ce qui désespéra les masses du peuple, ce qui fit déborder la coupe de patience, ce fut surtout la désorganisation complète de la vie économique à l'intérieur du pays. C'est dans ce domaine que l'impuissance du gouvernement tsariste éclata avec une évidence immédiate, palpable. C'est là que ces effets désastreux imposèrent Thomas une action urgente et décisive. Tous les pays belligérants éprouvèrent vers la même époque de grandes difficultés d'ordre économique et financier résultant de la nécessité de nourrir, d'approvisionner, de soutenir longuement des millions d'êtres humains sur l'immensité démesurée des fronts et d'assurer, en même temps, la vie normale à l'intérieur.
Partout, cette double tâche exigeait une grande tension de force. Mais partout, même en Allemagne où la situation était particulièrement difficile, elle a été résolue avec plus ou moins de succès. Partout, sauf en Russie, où le gouvernement ne sut rien prévoir, rien prévenir, rien organiser, en janvier 1917, la situation devint intenable. Le chaos économique, la misère de la population travailleuse atteignirent un tel point que les ouvriers RE de quelques grandes villes, de Petrograd par exemple, commencèrent à manquer non seulement de viande, de beurre, de sucre, etc., mais même de pain. Cette situation misérable s'aggrava rapidement. Dans le courant du mois de février, en dépit des efforts déployés par la Douma, par les Zemstvo, les municipalités, etc. Les Zemstvo, c'est une sorte de pouvoir exécutif local, voilà, pour résumer rapidement. Non seulement la population des villes se vit vouée à la famine, mais aussi l'approvisionnement de l'armée devint défectueux. Et en même temps, la débâcle militaire devenait complète. Alors, les ouvriers RE de Petrograd se sentaient solidaires avec le pays entier, et se trouvaient en extrême agitation depuis plusieurs semaines, déjà. Affamés et privés de tous les moyens d'existence, ne recevant même plus de pain, descendirent en masse dans les rues de la capitale, manifestèrent et refusèrent net de se disperser. Le premier jour, 25 janvier 1917, vieux style, donc ancien calendrier, cette manifestation resta prudente et inoffensive. Un commentaire, on dirait presque la gestion de la crise Covid en France, sauf que nous, on manquait de PQ. Merde. Ouais, à très gros traits, ouais. En masse compacte, les ouvriers RE avec leurs femmes et enfants remplissaient les rues, les ouvriers RE tout court, et les enfants remplissaient les rues et criaient « Du pain, nous n'avons rien à manger, qu'on nous donne du pain ou qu'on nous fusille, tous et toutes. Nos enfants meurent de faim, du pain, bordel de merde !» Ils l'ont pas dit comme ça à la fin, mais voilà, c'est le cœur y était. Le gouvernement dépêcha alors contre les manifestants des détachements de troupes à cheval. Or, d'abord, il y avait peu de troupes à Petrograd, et ensuite, et ce fut le point capital dans l'affaire, les soldats, sourire aux lèvres, trottaient prudemment à travers la foule, sans sortir leurs sabres ou leurs fusils, sans écouter le commandement des officiers. Mieux encore, en maint endroit, les soldats fraternisaient avec les ouvriers RE et allaient même jusqu'à leur remettre leurs fusils. Naturellement, cette conduite de troupes encouragea les masses. Le 26 février au matin, la démonstration tourna nettement au mouvement révolutionnaire. Des cris « Vive la révolution ! À bas le tsarisme !» retentirent dans la foule dont la conduite devenait d'heure en heure plus menaçante, plus offensive. Bientôt apparurent les premiers drapeaux rouges. Les soldats gardaient toujours la neutralité, ou même se mêlaient à la foule, de sorte que le gouvernement ne pouvait plus compter sur ses troupes. Il lança alors contre les rebelles toutes les forces policières de la capitale. Les policiers formèrent en hâte des détachements répressifs. Ils installèrent en plusieurs endroits sur les toits des maisons et même sur quelques églises des mitrailleuses, et bientôt ils commencèrent leur offensive générale contre les masses en émeute. La lutte fut chaude durant toute la journée du 26 février. En beaucoup d'endroits, la police fut délogée, ses agents assassinés et les mitrailleuses réduites au silence. Mais ailleurs, les forces policières résistaient avec acharnement. Le tsar, qui se trouvait sur le front, fut prévenu télégraphiquement de la gravité des événements. Alors, une question sur est-ce que c'est la photo qu'il y a non, la photo qu'il y a, il me semble que c'est une grève générale des ouvrières de Tisserand, du textile, qui aura lieu quelques jours plus tard. Mais je voudrais pas spoiler, donc je suis même pas sûr que c'est ça en plus. Donc, l'action décisive se joua le 27 février au matin. Une très grande masse de manifestantes, en pleine effervescence, s'était rassemblée sur la place de la gare Nikolaïevski. Le gouvernement y dépêcha 2 régiments de cavalerie, dont il pouvait encore disposer, ainsi que de forts détachements de police à pied et à cheval. Les régiments prirent position d'un côté, et la police de l'autre côté de la place, de sorte que la foule se trouvait entre deux feux. Après les sommations d'usage, l'officier de la police donna l'ordre de charger. Aussitôt, un officier, commandant des régiments de cavalerie, sortit son sabre et, au cri de « Chargeons la police, en avant !» lança les 2 régiments contre les forces policières. En un clin d'œil, ces dernières furent culbutées, renversées, écrasées. Entourés d'une foule en délire, les régiments se rendirent aussitôt, drapeaux déployés au palais de Tauride, Tauride, où siégeait la Douma, et se mirent entièrement à la disposition de cette dernière. Les événements qui s'y virent furent suffisamment connus. Un gouvernement provisoire, comprenant des membres de la Douma, fut formé et acclamé avec enthousiasme par la population.
Le tsar, qui se rendait en hâte vers la capitale par chemin de fer, vit son train s'arrêter à Pskov et fut obligé de signer, séance tenante, son abdication pour lui-même et son fils Alexis. Le premier acte de la révolution était accompli. Si nous avons raconté les péripéties de cette révolution de février d'une façon assez détaillée, c'est pour en faire ressortir le point capital que voici. Une fois de plus, l'action des masses fut une action spontanée qui couronna logiquement, fatalement, une longue période d'expérience vécue et de préparation morale. Cette action ne fut guidée ni organisée par aucun parti politique. Soutenue par le peuple en armes, l'armée, elle fut victorieuse. Bon, c'est pas l'armée d'aujourd'hui, hein, c'est l'armée de l'époque. Donc c'était l'armée de la Première Guerre mondiale, donc des gens qui on a mis un fusil, on a dit bon, va te faire buter pour le capital. D'ailleurs, à cause de la répression, toutes les organisations centrales des partis politiques de gauche, ainsi que leurs leaders, se trouvaient, au moment de la Révolution, loin de la Russie. Martov, du Parti social-démocrate, Tchernov, du Parti socialiste révolutionnaire, Trotsky, Lénine, Lunacharsky, etc. Lousovski, etc. Tous ces hommes vivaient à l'étranger. Ce ne fut qu'après la révolution de février qu'ils regagnèrent leur pays. Il y avait aussi des femmes et des personnes non-binaires, etc. Le gouvernement entre guillemets provisoire, formé par la Douma, devenu souveraine sur les débris du tsarisme, était bien entendu nettement bourgeois et conservateur. Ses membres, Prince Lvov et autres, appartenaient presque tous politiquement au parti constitutionnel et socialement aux classes privilégiées. Pour eux, une fois l'absolutisme par terre, la révolution était virtuellement terminée. Maintenant, il s'agissait de, entre guillemets, rétablir l'ordre, d'améliorer peu à peu la situation générale à l'intérieur du pays, ainsi que sur le front, et surtout de préparer tranquillement la convocation de l'Assemblée constituante, laquelle devrait établir les nouvelles lois fondamentales du pays, le nouveau régime politique, le nouveau mode de gouvernement, etc. Les non-russes. D'ici là, le peuple n'aura qu'à attendre patiemment, sagement, en bon enfant, les faveurs que ses nouveaux maîtres voudront bien lui octroyer. Ces nouveaux maîtres, le gouvernement provisoire se les représentait naturellement comme de bons bourgeois, modérés, dont le pouvoir n'aurait rien à envier aux autres pays entre guillemets civilisés. Les visées politiques du gouvernement provisoire ne dépassaient guère une bonne monarchie constitutionnelle. À la rigueur, certains de ses membres prévoyaient timidement une république bourgeoise très modérée. Le problème agraire, la question ouvrière, etc., devait être solutionné par le futur gouvernement définitif d'après les modèles occidentaux. En fin de compte, le gouvernement provisoire était plus ou moins sûr de pouvoir utiliser la période préparatoire en l'allongeant au besoin pour réduire au calme, à la discipline et à l'obéissance les masses populaires, au cas où ces dernières auraient manifesté trop violemment leur désir de dépasser les limites ainsi prévues. Il est étonnant de voir à quel point les hommes politiques éprouvés, les érudits, les économistes et les sociologues savants s'étaient trompés dans leurs prévisions et leurs calculs. La réalité des choses leur échappa complètement. Je me rappelle par exemple avoir assisté à New York, en avril ou mai 1917, à la conférence d'un honorable professeur qui fit une longue analyse très entre guillemets scientifique de la composition et de l'action probable de la prochaine assemblée constituante russe. J'ai posé au respectable professeur une seule question. Que prévoyait-il pour le cas où la révolution russe se passerait d'une assemblée constituante? Assez dédaigneusement, assez ironiquement, l'honorable professeur dit, pour toute réponse, que son contradicteur était certainement un anarchiste, dont l'hypothèse fantaisiste ne l'intéressait pas. L'avenir démontra bientôt que l'honorable professeur se trompait magistralement. Dans son exposé de 2 heures, il n'avait omis d'analyser qu'une seule éventualité, celle, précisément, qui devint réalité quelques mois après. Qu'il me soit permis d'exprimer à ce propos ici même un avis personnel. En 1917, messieurs et mesdames les politiciens, politiciennes, écrivains, écrivaines, les professeureuses, russes et étrangers, étrangères, ont, à de très rares exceptions près, dédaigneusement et magistralement omis de prévoir le triomphe du bolchevisme dans la révolution russe. Aujourd'hui, ce bolchevisme triomphant était momentanément et pour un bref délai, historiquement parlant, un fait accompli. Beaucoup de ces messieurs, dames et mix veulent bien l'admettre. Je suis absolument sûr qu'avec la même, entre guillemets, clairvoyance, le même dédain d'abord et le même savoir-faire ensuite, ces mêmes messieurs, mesdames et mix, manqueront de prévoir à temps
pour l'accepter plus tard, le triomphe véritable et définitif de l'anarchisme dans la révolution sociale mondiale. Le gouvernement provisoire ne se rendait certainement pas compte des multiples éléments qui, infailliblement, devaient se dresser devant lui en obstacle insurmontable. L'obstacle le plus sérieux fut le caractère même des problèmes que le gouvernement provisoire avait à résoudre. D'abord le problème de la guerre. Physiquement et moralement, l'armée russe était à bout. L'état misérable où se trouvait le pays d'une part et la révolution d'autre part l'ébranlèrent encore plus. Deux solutions se présentaient à l'esprit du gouvernement. Soit cesser la guerre, conclure une paix séparée, démobiliser l'armée et se consacrer entièrement aux problèmes intérieurs, soit faire l'impossible pour maintenir le front, sauvegarder la discipline, faire remonter le moral de l'armée et continuer la guerre, au moins jusqu'à la convocation de l'Assemblée constituante. La première solution était évidemment inadmissible pour un gouvernement bourgeois nationaliste allié à d'autres belligérants et considérant comme un déshonneur national la rupture éventuelle de cette alliance. De plus, en tant que gouvernement entre guillemets provisoire, il était obligé de se tenir strictement à la formule « pas de changement important » avant la convocation de l'Assemblée constituante, qui aura plein droit de prendre toute décision. Le gouvernement provisoire adopta donc la seconde solution. Or, dans les conditions présentes, celle-ci était irréalisable. Ce problème se trouvait ainsi fatalement voué à rester en suspens. Le deuxième problème épineux était le problème agraire. Les paysans, la paysannerie, 85% de la population, aspiraient à la terre. La révolution donna à ces aspirations un nouvel élan irrésistible. Réduites à l'impuissance, exploitées et dupées depuis des siècles, les masses paysannes perdaient patience. Elles ne voulaient rien entendre, rien savoir. Il leur fallait la terre, coûte que coûte, et tout de suite, sans procédure ni cérémonie. La paysannerie s'en emparait même, un peu partout, en chassant les propriétaires, là où ces derniers et dernières ne fuyaient pas d'elles-mêmes. Ils résolvaient ainsi le problème agraire à leur façon et de leur chef, sans attendre les délibérations, les machinations et les décisions du gouvernement ou de la constituante. L'armée, composée surtout de la paysannerie, était certainement prête à soutenir cette action violente. Le gouvernement provisoire se vit acculé, soit à s'incliner devant cet état de choses et à l'accepter, soit à résister, c'est-à-dire à lutter contre la paysannerie en révolte, et aussi presque certainement contre l'armée. Naturellement, il adopta la tactique de la résistance. Mais celle-ci n'avait aucune chance de succès. Le problème ouvrier était presque aussi insoluble pour un gouvernement bourgeois que celui de la paysannerie. Les masses ouvrières cherchaient à obtenir dans la Révolution le maximum de bien-être et de droits. Or, le gouvernement bourgeois cherchait naturellement à réduire ses droits au minimum. Des luttes très graves étaient à prévoir sur ce champ de bataille également. Oula, la musique un peu forte là. Voilà. Le formidable problème économique était, lui aussi, des plus redoutables. Ceci d'autant plus qu'il ne souffrait aucun délai. En pleine guerre et en pleine révolution, il fallait organiser à nouveau la production, la répartition, l'échange, les finances, etc. Ceci dans un pays désorganisé, bouleversé, épuisé. Il restait enfin le problème purement politique, qui dans les conditions données ne présentait aucune solution plausible. Le gouvernement provisoire se chargeait, bien entendu, de convoquer le plus tôt possible l'Assemblée constituante. Mais pour 1000 raisons, cette tâche ne pouvait lui réussir. Et d'abord, il devait nécessairement redouter cette assemblée. Son désir intime était certainement de reculer autant que possible la convocation de la constituante et de chercher à installer, en attendant, par un coup de main heureux, une monarchie constitutionnelle. Or, entre guillemets, en attendant, d'autres obstacles, plus redoutables encore que la complexité des problèmes à résoudre, se dressèrent devant lui. Le principal fut la résurrection des soviets ouvriers, surtout de celui de Petrograd. Il fut remis debout dans les tout premiers jours de la Révolution. Certes, à ce moment, la classe ouvrière y déléguèrent surtout des socialistes modérés, mencheviks et socialistes révolutionnaires de droite, mais son idéologie et son programme étaient absolument contraires au projet du gouvernement provisoire. Et d'autre part, l'influence morale et l'activité du soviet de Petrograd parvinrent rapidement à rivaliser avec celle du gouvernement, au désavantage de ce dernier. Ce soviet forma dans le pays une sorte de second gouvernement, avec lequel le entre guillemets, gouvernement provisoire devait compter. Il va de soi que ce dernier aurait bien voulu faire la guerre aux soviets.
Mais entreprendre cette action contre les ouvriers organisés au lendemain d'une révolution qui proclama hautement la liberté absolue de la parole, de toute organisation et de toute action sociale était chose impossible. Le gouvernement fut donc obligé de faire bonne mine à mauvais jeu, et de tolérer son concurrent, et même de flirter avec lui. Ceci d'autant plus qu'il sentait bien la fragilité des sympathies qui montaient vers lui de la masse travailleuse et de l'armée. Il se rendait bien compte qu'au premier conflit social sérieux, ces deux forces décisives se rangeraient infailliblement du côté du soviet. La présence de ce second gouvernement, si gênant, avec lequel le gouvernement provisoire était obligé de traiter, représentait pour ce dernier un des plus gros obstacles à surmonter. La critique violente, la propagande vigoureuse de tous les partis socialistes et surtout des éléments d'extrême gauche, socialistes révolutionnaires de gauche, bolcheviques, maximalistes, anarchistes, rendait cet obstacle encore plus redoutable. En somme, seule une classe bourgeoise très puissante, fortement organisée, ayant à sa disposition une grande force matérielle, armée, argent, etc., et encore dans des conditions générales plus ou moins normales, aurait pu tenter, avec espoir de succès, d'imposer sa volonté et son pouvoir au pays en révolution. Or, une telle bourgeoisie faisait totalement défaut en Russie. Et quant aux conditions générales, elles étaient certainement défavorables à une pareille action. Pour toutes ces raisons, le gouvernement provisoire fut fatalement et immédiatement réduit à une impuissance évidente, ridicule, mortelle. Il louvoyait, il tergiversait, il cherchait à gagner du temps. Et en attendant, tous les problèmes brûlants restaient en panne. La critique et ensuite la lutte contre le gouvernement prenaient tous les jours de l'ampleur. À peine 60 jours après son installation, ce gouvernement dut, sans lutte, céder sa place à un gouvernement dit de coalition, dont le membre le plus influençant fut Kerensky, socialiste révolutionnaire très modéré. Ce gouvernement entre guillemets coalisé, donc socialo-bourgeois, pouvait-il espérer arriver à de meilleurs résultats ? Certes non, car les conditions de son existence et l'impuissance de son action devaient être fatalement les mêmes que celles du premier gouvernement provisoire. Obligé de s'appuyer sur la bourgeoisie faible et désorientée, forcé de continuer la guerre, impuissant à apporter une solution réelle aux problèmes de l'heure, attaqué vigoureusement par les gauches et se débattant parmi les difficultés de toutes sortes et de toute heure, ce deuxième gouvernement périt sans gloire, de même que le premier, et à peu près dans le même délai, pour céder sa place à un troisième gouvernement, composé presque uniquement de socialistes. C'est à ce moment que A. Kerensky, maître et chef suprême de ce troisième gouvernement, devint, pour quelques mois, une sorte de duce du pays, et que le parti socialiste révolutionnaire parut devoir l'emporter comme maître de la révolution. Pourtant, il n'en fut rien. Les raisons de la chute du gouvernement de Kerensky furent au fond les mêmes qui provoquèrent l'échec des gouvernements précédents. Ce furent surtout son impuissance lamentable à résoudre les problèmes du moment, l'impossibilité pour des socialistes modérés de cesser la guerre et leur désir d'arrêter la révolution dans les limites d'un régime bourgeois démocratique. Mais la situation du gouvernement de Kerensky s'aggrava encore en raison de quelques nouveaux facteurs. Primo, le parti communiste, bolchéviste, ayant rassemblé à cette époque toutes ses forces et possédant un organisme de propagande extrêmement puissant, répandait tous les jours, par 1000 voix, sa critique substantielle et vigoureuse, ses idées sociales nettement révolutionnaires et surtout ses promesses de résoudre avec plein succès tous les problèmes de la révolution, s'il arrivait au pouvoir. De plus en plus écouté et suivi par les masses ouvrières et par l'armée, le parti communiste disposait, déjà en juin, de cadres imposants d'agitateurs, de propagandistes, d'organisateurs et d'êtres humains d'action. De plus, il avait à sa tête un comité central puissant dirigé par Lénine. Il déploya alors une activité fébrile, farouche, foudroyante, et se sentit bientôt maître de la situation. Rappelons ici même que la fameuse offensive échouée de Kerensky sur le front allemand en juin 1917, le soulèvement des ouvriers de Petrograd soutenu par les marins de Kronstadt en juillet, soulèvement vaincu par Kerensky, mais qui porta le coup de grâce à sa popularité, et enfin l'aventure du général Kornilov, lequel tenta avec plusieurs régiments du Caucase prélevés sur le front une marche contre-révolutionnaire sur Petrograd, et contre lequel le gouvernement de Kerensky ne réagit que très mollement et en pure apparence. Rappelons que tous ces événements et leurs conséquences achevèrent de détourner les masses ouvrières et l'armée de ce gouvernement, de son chef et, en général, des partis socialistes modérés. Au début du mois d'août, le chemin fut déjà déblayé par une offensive vigoureuse du parti communiste. Secondo, et ce fait joua un rôle capital dans l'affaire.
Vers la même époque, les bolcheviks réussirent à remporter une victoire écrasante aux nouvelles élections, aussi bien dans les soviets que dans tous les autres organismes ouvriers, dont nous parlerons un peu plus loin. Les socialistes modérés, mencheviks et socialistes révolutionnaires de droite, cédèrent partout leur place à des bolcheviks, qui s'emparèrent ainsi définitivement de toute l'action ouvrière et de toutes les sympathies de l'armée. Les bonnes positions stratégiques pour l'offensive étaient maintenant entre leurs mains. Résumons. L'impuissance absolue évidente de tous les gouvernements conservateurs ou modérés, qui se suivirent de février à octobre, à résoudre dans les conditions données les problèmes d'une gravité et d'une acuité exceptionnelles dressés devant le pays par la Révolution, telle fut la raison principale pour laquelle ce pays jeta consécutivement par terre, dans le court espace de 8 mois, le gouvernement d'allure constitutionnelle, la démocratie nettement bourgeoise, et enfin, le régime socialiste modéré. La propagande vigoureuse de ceux d'extrême gauche pour la révolution sociale immédiate et intégrale, comme seul moyen de salut, le mot d'ordre de la révolution sociale lancée dans les masses, et aussi d'autres facteurs de moindre importance, contribuèrent à cette marche foudroyante de la révolution. Ainsi, la révolution russe, déclenchée fin février 1917, comme conséquence naturelle de multiples facteurs, brûla rapidement, en raccourci, toutes les étapes d'une révolution politique, bourgeoise, démocratique et socialiste modérée. En octobre, le chemin étant déblayé de toutes les entraves, la révolution se plaça, effectivement et définitivement, sur le terrain de la révolution sociale. Et il fut tout à fait logique et naturel qu'après la faillite de tous les gouvernements et partis politiques modérés, les masses laborieuses se tournèrent vers le dernier parti existant, le seul qui restait debout, le seul qui envisageait sans crainte la révolution sociale, le seul qui promettait, à condition d'arriver au pouvoir, la solution rapide, intégrale et heureuse de tous les problèmes, le parti communiste, bolcheviste. Une question s'impose aussitôt. Puisque les anarchistes, comme je l'ai dit plus haut, exerçaient elles aussi une influence sur les masses, quelles furent les raisons pour lesquelles ces derniers suivirent de préférence le parti bolcheviste, au lieu de se pénétrer de l'idée libertaire et de tenter sa réalisation? La question est pour les anarchistes d'une importance considérable. Elle a déjà été traitée plus d'une fois dans la presse libertaire, mais il me semble que son examen fut toujours incomplet et partial. Jusqu'à présent, ce problème a été étudié surtout par des êtres humains qui cherchaient à critiquer l'idée ou le mouvement anarchiste, à imputer l'insuccès final de l'une et de l'autre dans la révolution russe à l'insuffisance de l'anarchiste lui-même. C'est pourquoi il est bon de traiter ici cette question d'une façon aussi approfondie que possible. Selon moi, les raisons fondamentales de la victoire du bolchevisme sur l'anarchisme au cours de la révolution 1917 furent les suivantes. 1. L'état d'esprit des masses populaires en général, de même que partout ailleurs, en Russie aussi, l'État et le gouvernement apparaissaient toujours aux masses comme des éléments indispensables, naturels, historiquement donnés une fois pour toutes. Les gens ne se demandaient même pas si l'État, si le gouvernement étaient des institutions utiles, acceptables. Une pareille question ne leur venait jamais à l'esprit. Et si une personne la formulait, il commençait, et très souvent aussi il finissait, par ne pas être compris ou comprise. Ouais, t'inquiète, je bois souvent, ça s'entend pas, mais je bois. 2. Ce préjugé étatiste, presque inné, dû à l'ambiance séculaire, était raffermi. Ensuite, surtout en Russie, où la littérature anarchiste n'existait presque pas, à part quelques brochures et tracts clandestins, par la presse tout entière, y compris celle des partis socialistes. Il ne faut pas oublier que la jeunesse russe avancée était éduquée à l'aide d'une littérature qui, invariablement, présentait le socialisme sous un jour étatiste. Les marxistes et les anti-marxistes se disputaient entre eux, mais pour les uns comme pour les autres, l'État restait la base indiscutable de toute société humaine. Jamais les jeunes générations russes ne se représentaient le socialisme autrement que dans un cadre étatiste. La conception anarchiste leur resta inconnue, à part quelques rares exceptions individuelles, jusqu'aux événements de 1917. 3. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, les partis socialistes, y compris les bolcheviks, purent disposer, au début même de la révolution de 1917, de cadres importants de militants et militantes, intellectuels et ouvrières, prêts à une vaste action. Les membres des partis socialistes modérés étaient à ce moment déjà assez nombreux en Russie, ce qui fut une des raisons pour lesquelles ce socialisme remporta ses succès.
Les cadres bolchevistes se trouvaient alors à l'étranger. Mais toutes ces personnes regagnèrent rapidement leur pays et se mirent aussitôt à l'œuvre, par comparaison aux forces bolchevistes qui agissaient ainsi en Russie dès le début de la Révolution, sur une vaste échelle et d'une façon compacte, organisée, serrée. Les anarchistes n'étaient qu'une petite poignée insignifiante. Je me rappelle que, rentré de l'étranger en Russie, et arrivé à Petrograd dans les premiers jours de juillet 1917, j'ai été tout de suite frappé par le nombre considérable d'affiches bolchevistes annonçant des meetings et des conférences dans tous les coins de la capitale et de la banlieue. J'ai appris aussi que le parti bolcheviste publiait déjà dans la capitale et ailleurs des journaux quotidiens à gros succès, et qu'il possédait un peu partout, dans les usines, les administrations, dans l'armée, etc., des noyaux importants et très influents. Et je constatais en même temps, avec une amère déception, l'absence totale à Petrograd d'un journal anarchiste, ainsi que de toute propagande verbale. Certes, il y existait quelques groupements libertaires assez actifs, mais très primitifs. Ces entre guillemets cadres étaient absolument insuffisants pour pouvoir mener une œuvre de propagande indispensable. Au 5e mois d'une formidable révolution, aucun journal, aucune propagande anarchiste dans la capitale du pays. Ceci en face d'une propagande acharnée, verbale et écrite du parti bolcheviste. Telle a été ma triste constatation. Ce n'est qu'au mois d'août, et avec une très grande difficulté, que notre petit groupe anarcho-syndicaliste, composé surtout de camarades rentrés de l'étranger, réussit enfin à mettre sur pied un journal hebdomadaire, Kolos Truda, la voix du travail. Et quant à la propagande verbale, on ne comptait guère à Petrograd que 3 ou 4 camarades capables de la mener. À Moscou, la situation était meilleure, car il existait déjà un quotidien libertaire, publié par une assez vaste fédération, sous le titre Anarchie. Mais dans les restes du pays, les forces et la propagande libertaire étaient relativement très faibles, et il faut s'étonner que, malgré cette insuffisance, les anarchistes surent gagner un peu partout une certaine influence. Lorsque, à mon retour en Russie, des camarades voulurent connaître mes premières impressions, je leur dis ceci. Je bois un petit peu avant. Notre retard est irréparable. C'est comme si nous avions rattrapé à pied un train express qui est à 100 km devant nous, qui file à 100 km à l'heure, et qui se trouve en pleine possession des bolcheviks. Nous devons non seulement rattraper ce train, mais nous y accrocher en pleine marche, y grimper, y combattre les bolcheviks, les en déloger et enfin, non pas nous emparer du train, mais ce qui est beaucoup plus difficile, le mettre à la disposition des masses en les aidant à le faire marcher. Il faut un miracle pour que tout cela réussisse. Notre devoir est d'espérer ce miracle et d'y travailler. J'ajoute que ce miracle faillit se produire au moins 2 fois au cours de la Révolution. La première, à Kronstadt, lors du soulèvement de 1921. La deuxième, en Ukraine, lors du mouvement makhnoviste. Nous en reparlerons plus loin. 4, parce qu'il est toujours sur les points sur les raisons fondamentales de la victoire du bolchevisme. Donc, 4e raison. Je suis d'avis que, malgré l'insuffisance des cadres anarchistes, l'idée eût pu l'emporter si les masses ouvrières russes avaient eu à leur disposition un moment de la Révolution leur organisme de classe de vieille date, expérimenté, éprouvé, prêt à agir de leur chef et à mettre en pratique la dite idée. Or, la réalité était tout autre. Les organisations ouvrières ne surgirent qu'au cours de la Révolution. Certes, elles prirent aussitôt numériquement un élan prodigieux. Rapidement, le pays entier se couvrit d'un vaste réseau de syndicats, de comités d'usines et de soviets, c'est-à-dire conseils en français. Mais ces organismes étaient là sans préparation ni stage d'activité préalable, sans expérience acquise, sans idéologie nette, sans initiative indépendante. Ils n'avaient jamais encore vécu des luttes d'idées ou autres. Ils n'avaient aucune tradition historique, aucun savoir-faire, aucune notion immédiate de leur rôle, de leur tâche, de leur véritable mission. L'idée libertaire leur était absolument inconnue. Et le temps était trop court pour que les faibles forces anarchistes puissent les dépasser, les éclairer, dans la mesure nécessaire. Les groupements libertaires, comme tels, ne peuvent être que des, entre guillemets, post-émetteurs d'idées. Pour que ces dernières soient appliquées à la vie, il faut des post-récepteurs, des organismes ouvriers prêts à se saisir de ces idées ondes et à les mettre à exécution. Entre parenthèses, si de tels organismes existent, les anarchistes prennent naturellement part à ces réalisations, en qualité de simples membres des 10 organismes, tout en y apportant leur aide éclairée, leurs conseils, leurs exemples, etc. Fin de parenthèse.
Or, en Russie, ces postes récepteurs manquaient totalement. Les organisations ouvrières surgies pendant la Révolution ne pouvant pas tout de suite remplir ce rôle. Les idées anarchistes, tout en étant lancées très énergiquement par quelques postes émetteurs, peu nombreux d'ailleurs, se dispersaient dans l'air, sans être utilement captées. Donc sans résultat pratique, voire presque sans résonance effective. Pour que dans ces conditions l'idée anarchiste puisse se frayer un chemin et l'emporter, il aurait fallu soit que le bolchevisme n'existât pas, ou que les bolcheviks agissent en anarchistes, soit que la révolution réservât aux libertaires le temps nécessaire qui eût permis aux organismes ouvriers de, entre guillemets, capter l'idée et de devenir aptes à la réaliser, avant d'être accaparés et subjugués par l'État bolchéviste. La première éventualité était évidemment impossible. Et quant à la seconde, elle ne se produisit pas. Les bolcheviks s'étaient emparés des organisations ouvrières avant que celles-ci puissent se familiariser avec l'idée anarchiste, résister à leur accaparement et orienter la révolution dans le sens libertaire. Je résume. L'absence de postes récepteurs, c'est-à-dire d'organismes ouvriers socialement prêts à saisir et à réaliser dès le début l'idée anarchiste. Et ensuite, le manque de temps nécessaire pour que de tels postes récepteurs se forment. Telle fut l'une des raisons principales de la non-réussite de l'anarchisme dans la révolution de 1917. Il existe une opinion qui jouit de quelques crédits, même parmi les anarchistes. On prétend notamment que, vu les conditions données, ces derniers auraient dû, renonçant momentanément à leur négation des partis, de la démagogie du pouvoir, etc., agir, entre guillemets, à la bolchevique, c'est-à-dire former une sorte de parti politique et tâcher de prendre provisoirement le pouvoir. Dans ce cas, dit-on, ils auraient pu, entre guillemets, entraîner les masses, l'emporter sur les bolcheviks et saisir le pouvoir, entre guillemets, pour organiser ensuite l'anarchie. Une question de principe très grave est posée par cette façon de voir. Sans pouvoir m'y engouffrer ici, je m'y borne à exposer brièvement mon avis personnel. Je considère ce raisonnement comme fondamentalement et dangereusement faux, car même si les anarchistes, dans ce cas, avaient remporté la victoire, ce qui est fort douteux, celle-ci, achetée au prix d'abandon, entre guillemets, momentané du principe fondamental de l'anarchisme, n'aurait jamais pu aboutir au triomphe de ce même principe. Entraînés par la force et la logique des choses, les anarchistes au pouvoir, quel non-sens, n'auraient abouti qu'à une variété du bolchevisme. Si cela pouvait être autrement, c'est-à-dire s'il était possible de tuer le pouvoir par le pouvoir, l'anarchisme n'aurait aucune raison d'être. On n'est pas anarchiste parce qu'on veut supprimer le pouvoir au moyen du pouvoir et des, entre guillemets, masses entraînées. On est anarchiste parce qu'on tient pour impossible de supprimer le pouvoir, l'autorité et l'État à la du pouvoir, de l'autorité, de l'État et des, entre guillemets, masses entraînées. Dès qu'on a recours à ces moyens, ne fût-ce que, entre guillemets, momentanément et avec de très bonnes intentions, on cesse d'être anarchiste. On renonce à l'anarchisme, on se rallie au principe bolchéviste. Rien que cette idée de chercher à, entre guillemets, entraîner les masses derrière le pouvoir est contraire à l'anarchisme, lequel justement ne croit pas aboutir à l'anarchie au moyen des masses entraînées par des hommes, des femmes, par des personnes au pouvoir. Cinquième raison fondamentale de la victoire du bolchevisme. Je citerai encore un fait dont la portée, sans égaler celle des raisons précitées, n'en fut pas moins considérable. Afin de frapper l'esprit des masses, afin de gagner leur confiance et leur sympathie, le parti bolchéviste lança, par sa presse et par sa parole, des mots d'ordre qu'il emprunta aux anarchistes. Vive la révolution sociale, à bas la guerre, vive la paix immédiate, et surtout, la terre à la paysannerie, les usines à l'ouvriera. Tels furent ces mots d'ordre fascinants. Les masses laborieuses s'en saisirent vite. Or, dans la bouche ou sous la plume des anarchistes, ces mots d'ordre étaient absolument sincères, car ils correspondaient à des principes adéquats, tandis que chez les bolcheviks, ils signifiaient des solutions tout à fait différentes des libertaires. Ainsi, entre guillemets, révolution sociale signifiait pour les anarchistes une transformation qui allait se produire en dehors de toute organisation étatiste, de toute activité politique, de tout système gouvernemental autoritaire. Pour les anarchistes, l'essence même de la révolution sociale était la construction d'une société nouvelle, avec des méthodes nouvelles, c'est-à-dire non pas à l'aide de l'État, d'un gouvernement, etc., mais au moyen d'associations libres de toutes sortes, de leurs fédérations, de leurs activités culturelles, saines, productives. Or, les bolcheviks prétendaient faire la révolution sociale à l'aide, justement, d'un État omnipotent, d'un gouvernement tout-puissant, d'un pouvoir dictatorial.
Tant qu'une révolution n'a pas tué l'État, le gouvernement, la politique, etc., les anarchistes ne la considèrent pas comme une révolution sociale, mais simplement comme une révolution politique, entre parenthèses, qui, bien entendu, peut être plus ou moins assaisonnée d'éléments sociaux. Fin de parenthèse. Or, l'arrivée au pouvoir, l'organisation de leur gouvernement et de leur État suffirent aux communistes, entre guillemets, pour parler d'une révolution sociale. Pour les anarchistes, révolution sociale signifiait donc la mort de l'État, entre parenthèses, en même temps que celle du capitalisme, et la naissance d'une société basée sur un autre mode d'organisation sociale. Pour les bolcheviks, révolution sociale signifiait au contraire la résurrection de l'État, c'est-à-dire la conquête et la réorganisation de l'État appelé, selon eux, à construire le socialisme, entre guillemets. Les anarchistes tenaient pour impossible de construire le socialisme par l'État. Les bolcheviks prétendaient ne pouvoir le construire autrement que par l'État. La différence d'interprétation était, on le voit, fondamentale. Entre parenthèses, je me rappelle encore ces grandes affiches collées au mur, un peu partout, au moment de la révolution d'octobre, annonçant en gros caractères des conférences de Trotsky sur l'organisation du pouvoir. « Erreur typique et fatale, disais-je aux camarades, car s'il s'agit d'une révolution sociale, il faut se préoccuper de l'organisation de la révolution, et non pas du pouvoir. » Fin de parenthèse. L'interprétation de l'appel à la paix immédiate était aussi très différente. Les anarchistes entendaient par là une action directe de vaste envergure, exercée par les masses armées elles-mêmes, par-dessus la tête des gouvernants, des politiciens, politiciennes, des commandants, commandantes, des généraux, générales, etc. D'après les anarchistes, ces masses devaient quitter le front et rentrer dans le pays en proclamant hautement à travers le monde leur refus de se battre stupidement pour les intérêts des capitalistes, leur dégoût de cette boucherie inutile. Les anarchistes étaient d'avis que précisément un tel geste franc, intègre, décisif, aurait produit un effet foudroyant sur les soldats et soldates des autres pays et pouvait amener en fin de compte la fin de la guerre, peut-être même la transformation d'une révolution mondiale. Les bolcheviks, politiciens, politiciennes et étatistes songeaient, eux, à une paix par la voie diplomatique et politique, en résultant de pourparlers avec les généraux allemands et allemandes. Comme on le voit, les deux interprétations étaient essentiellement différentes. La terre à la paysannerie, les usines à l'ouvrière. Les anarchistes entendaient par là que, sans être propriété de qui que ce soit, le sol serait à la disposition de tout le monde, de toute personne qui désirerait le cultiver, sans exploiter personne, de leurs associations et fédérations, et que, de même, les usines, fabriques, mines, machines, etc. devaient être à la disposition de toutes sortes d'associations ouvrières productrices et de leurs vastes fédérations. Or, les bolcheviks entendaient par le même mot d'ordre l'étatisation de tous ces éléments. Pour eux, la terre, les usines, les fabriques, les mines, les machines, les moyens de transport, etc. devaient devenir propriété de l'État, lequel ensuite les mettrait à la disposition des travailleuses. Encore une fois, la différence de l'interprétation était fondamentale. Quant aux masses elles-mêmes, intuitivement, elles interprétaient tous ces mots d'ordre plutôt dans le sens libertaire. Mais comme déjà dit, la voix anarchiste était relativement si faible que les vastes masses ne l'entendaient pas. Il leur semblait que seuls les bolcheviks osaient lancer et défendre ces beaux et justes principes. Ceci d'autant plus que le parti bolcheviste se proclamait tous les jours et à tous les coins de rue le seul parti luttant pour les intérêts des ouvriers, ouvrières et de la paysannerie. Le seul qui, une fois au pouvoir, saura accomplir les révolutions sociales. Ouvriers et paysans, le parti bolcheviste est le seul qui vous défend. Aucun autre parti ne saura vous guider à la victoire. Ouvriers et paysans, le parti bolcheviste est votre parti à vous. Il est l'unique parti qui est vraiment vôtre. Aidez-le à prendre le pouvoir et vous triompherez. Ce leitmotiv de la propagande bolcheviste devint finalement une véritable obsession. Même le parti des socialistes révolutionnaires de gauche, parti politique autrement fort que les petits groupements anarchistes, ne put rivaliser avec les bolcheviks. Pourtant il était fort et à tel point que les bolcheviks durent compter avec lui et lui offrir pour quelque temps des sièges au gouvernement. D'autre part, les masses ne pouvaient naturellement pas pénétrer toutes les fines différences des interprétations. Il leur était impossible de comprendre toute la portée de ces différences. Et enfin, les travailleuses russes étaient les moins rompues aux choses de la politique. Et elles ne pouvaient pas se rendre compte du danger de l'interprétation bolchéviste. Je me rappelle que quelques 2 ou 3 semaines avant la révolution d'octobre, prévoyant la victoire du bolchevisme, je faisais des efforts désespérés pour prévenir les travailleuses
tant que cela m'était possible, au moyen de la parole et de la plume, du danger imminent pour la vraie révolution, dans le cas où les masses auraient permis au parti bolchéviste de s'installer solidement au pouvoir. J'avais beau y insister, les masses ne saisissaient pas le danger. Combien de fois on m'objectait ceci ? Camarades, nous te comprenons bien. D'ailleurs, nous ne sommes pas trop confiants. Nous sommes d'accord qu'il nous faut être quelque peu sur nos gardes, ne pas croire aveuglément, conserver au fond une méfiance prudente. Mais jusqu'à présent, les bolcheviks nous ont jamais trahis. Ils marchent carrément avec nous, ils sont même nos amis. Ils nous prêtent un bon coup de main et ils affirment qu'une fois au pouvoir, ils pourraient faire triompher aisément nos aspirations. Cela nous paraît vrai. Alors pour quelle raison les rejetterions-nous ? Aidons-les à conquérir le pouvoir et nous verrons après. J'avais beau répéter qu'une fois organisé et armé, le bolchevisme, plutôt l'état bolchevisme, serait pour les travailleuses beaucoup plus dangereux et beaucoup plus difficile à supprimer que n'importe quel autre état. On répondait invariablement ceci. Camarades, c'est nous les masses qui avons renversé le tsarisme. C'est nous qui avons renversé le gouvernement bourgeois. C'est nous encore qui sommes prêts à renverser Kerensky. Et bien sûr, si tu as raison, si les bolcheviks ont le malheur de nous trahir, de ne pas tenir leurs promesses, nous le renverserons comme nous l'avons fait précédemment. Et alors nous marcherons avec nos amis, les anarchistes. J'avais beau affirmer de nouveau que justement, et pour plusieurs raisons, l'état bolchéviste serait beaucoup plus difficile à renverser, on ne pouvait pas le croire. Il ne faut nullement s'en étonner, puisque même dans les pays rompus à la politique, ou comme par exemple en France, où on est plus ou moins dégoûté, les masses laborieuses, et même les intellectuels, tout en appelant la révolution, n'arrivent pas à comprendre que l'installation au pouvoir d'un parti politique, soit-il le plus à gauche possible, celle d'un État, sous quelque étiquette que ce soit, aboutira à la mort de la révolution. Pouvait-il en être autrement dans un pays tel que la Russie, c'est-à-dire n'ayant jamais fait aucune expérience politique ? L'idée politique étatiste gouvernementale n'était pas encore disqualifiée dans la Russie de l'an 1917. Présentement, elle ne l'est encore dans aucun autre pays. Il faudrait certainement pas mal de temps et surtout de multiples expériences historiques pour que les masses, éclairées par notre propagande, saisissent enfin nettement le péril de cette idée. L'absence d'une telle compréhension fut, au fond, la raison primordiale pour laquelle le bolchevisme l'emporta sur l'anarchisme dans la révolution russe. Revenons au fait. À partir du mois de septembre, les événements se précipitent. Les masses sont prêtes à faire une nouvelle révolution. Quelques soulèvements assez importants à Petrograd en juillet, à Kalouga, à Kazan, et d'autres mouvements de masse le prouvent suffisamment. Le parti bolchéviste se prépare fiévreusement à la grande bataille. Son agitation fait rage. Il organise les cadres ouvriers, ouvrières et militaires. Il organise aussi ses propres cadres et dresse, pour le cas de succès, la liste de nouveaux gouvernements, Lénine en tête. Les anarchistes, de leur côté, font tout ce qu'elles peuvent pour soutenir, encourager, éclairer l'action des masses. Rappelons à ce sujet qu'à part la grande divergence de principes qui séparait les anarchistes des bolcheviks, il existait aussi des dissentiments de détails entre les uns les unes et les autres. Citons donc deux qui faisaient l'objet de discussions passionnées entre les militantes des deux tendances. Le premier concernait le problème ouvrier. Dans ce domaine, les bolcheviks exigeaient, et se préparaient à réaliser, le soi-disant contrôle ouvrier de la production, c'est-à-dire l'ingérence des ouvrières dans la gestion des entreprises. Les anarchistes objectaient que si ce contrôle ne devait pas rester lettre morte, si les organisations ouvrières étaient capables d'exercer un contrôle effectif, alors elles étaient capables aussi d'assurer elles-mêmes toute la production. Dans ce cas, on pourrait éliminer tout de suite l'industrie privée en la remplaçant par l'industrie collective. En conséquence, les anarchistes rejetaient le mot d'ordre vague, douteux de, entre guillemets, contrôle de la production. Et elles prêchaient l'expropriation, progressive mais immédiate, de l'industrie privée par des organismes de production collective. Et elles appelaient ainsi les masses laborieuses à commencer aussitôt l'édification d'une économie sociale. À ce propos, je dois souligner ici un point important. Il est absolument faux. J'insiste là-dessus car cette fausse appréciation, soutenue par des gens ignorants ou de mauvaise foi, est assez répandue. Il est faux, dis-je, qu'au cours de la révolution russe, les anarchistes ne surent que détruire ou critiquer, sans pouvoir formuler la moindre idée positive créatrice. Il est faux que les anarchistes ne possédaient pas elles-mêmes, et partant n'avaient jamais exprimé des idées suffisamment claires sur l'application de leur propre conception.
En parcourant la presse libertaire de l'époque, le Golostruda, l'anarchie, le Nabat, etc., on peut voir que toute cette littérature abondait d'exposés nets et pratiques sur le rôle et le fonctionnement des organismes ouvriers, ainsi que sur le mode d'action qui permettrait à ces derniers de remplacer, en liaison avec la paysannerie, le mécanisme capitaliste et étatiste détruit. Ce ne sont pas les idées claires et pratiques qui firent défaut à l'anarchisme dans la révolution russe, ce sont, comme déjà dit, les institutions pouvant, dès le début, appliquer ces idées à la vie. Ce second point litigieux était celui de l'Assemblée constituante. En continuant la révolution, en la transformant en une révolution sociale, les anarchistes naturellement ne voyaient aucune utilité à convoquer cette assemblée. Institution essentiellement politique, stérile et encombrante. Les anarchistes cherchaient donc à faire comprendre aux masses travailleuses l'inutilité de la constituante, la nécessité de s'en passer et de la remplacer tout de suite par des organismes économiques et sociaux lorsqu'on commence la révolution sociale. Les bolcheviks, en vrais politiciens, hésitaient à renoncer à la convocation de l'Assemblée. Au contraire, cette convocation figurait comme un point important dans leur programme. Entre parenthèses, derrière les coulisses, ils étaient pourtant d'avis de dissoudre la constituante si, malgré leur prise éventuelle de pouvoir, celle-ci n'avait pas une bonne majorité bolchéviste. Fin de parenthèse. Il est aussi très intéressant de comparer l'attitude des bolcheviks et des anarchistes à la veille de la révolution d'octobre vis-à-vis des soviets ouvriers. Le lecturiste se rappellera qu'à ce moment-là, les soviets fonctionnaient dans toutes les villes ou localités importantes et que partout, les bolchevisants y formaient une majorité écrasante. Le parti bolchéviste comptait accomplir la révolution, d'une part par l'insurrection de ces soviets qui exigeaient, entre guillemets, tous les pouvoirs pour eux, et d'autre part l'insurrection militaire qui soutiendrait l'action des soviets. Entre parenthèses, les masses ouvrières avaient la mission de soutenir l'une et l'autre. En parfait accord avec ce programme, le parti bolchéviste lança le mot d'ordre général de la révolution, tout le pouvoir aux soviets. Quant aux anarchistes, ce mot d'ordre leur était suspect, pour cause. Si elles savaient bien que cette formule ne correspondait nullement au véritable dessein du parti, et elles savaient qu'en fin de compte, celui-ci cherchait le pouvoir politique bien centralisé pour lui-même. Entre parenthèses, c'est-à-dire pour son comité central, et en dernier lieu pour son chef, Lénine. Ce dernier dirigeait d'ailleurs tous les préparatifs de la prise du pouvoir, aidé par Trotsky. Tous les pouvoirs soviétiques n'étaient donc au fond qu'une formule creuse, pouvant être remplie plus tard de n'importe quelle manière. C'est pourquoi les anarchistes, tout en étant partisans et partisanes de soviets ouvriers, comme d'une forme d'organisation de masse laborieuse appelée à remplir certaines fonctions dans l'édification de la nouvelle société, n'admettaient pas la dite formule sans réserve. Pour eux, le mot pouvoir rendait toute la formule ambiguë, illogique, démagogique, suspecte. Voici comment les anarcho-syndicalistes exprimèrent leurs doutes à ce sujet dans un article paru sous le titre « Est-ce la fin ?», dans leur journal hebdomadaire de Petrograd, Golostruda, numéro 11 du 20 octobre 1917, 5 jours avant la révolution d'octobre. La réalisation éventuelle de la formule « tout le pouvoir aux soviets », ou plutôt la prise du pouvoir politique, est-ce la fin? Est-ce tout? Cet acte achèvera-t-il l'œuvre destructrice de la révolution? Balayera-t-il définitivement la voie pour la grande construction sociale, pour l'élan créateur de la révolution? La victoire des soviets, si elle devient un fait accompli, et une fois de plus l'organisation du pouvoir qui la suivra, signifieront-elles effectivement la victoire du travail, la victoire des forces organisées des travailleuses, le début de la véritable reconstruction socialiste? Cette victoire et ce nouveau pouvoir réussiront-ils à sortir la révolution de l'impasse où elle s'est engagée? Arriveront-ils à ouvrir de nouveaux horizons créateurs à la révolution, aux masses, à l'humanité? Vont-ils ouvrir à la révolution le vrai chemin du travail constructif, de la bonne route vers la solution effective de tous les problèmes de l'époque? Tout dépendra de l'interprétation que les vainqueurs prêteront au mot d'ordre pouvoir et à leur notion d'organisation du pouvoir. Tout dépendra de la façon dont la victoire sera utilisée ensuite par les éléments qui tiendront au lendemain de la victoire ce soi-disant pouvoir. Si par pouvoir on veut dire que tout travail créateur et toute activité organisatrice sur toute l'étendue du pays passeront aux mains des organismes ouvriers et paysans soutenus par les masses armées, si l'on comprend par pouvoir le plein droit de ces organismes de se fédérer naturellement et librement en exerçant cette activité, de commencer la nouvelle construction économique et sociale,
de mener la révolution vers de nouveaux horizons de paix, d'égalité économique et de vraie liberté. Si le mot d'ordre pouvoir soviétique ne signifie pas l'installation de foyers d'un pouvoir politique, foyer subordonné au centre politique et autoritaire principal de l'État, si enfin le parti politique aspirant au pouvoir et à la domination s'élimine après la victoire et cède vraiment sa place à la libre auto-organisation des travailleuses, si le pouvoir des soviets ne devient pas en réalité un pouvoir étatiste d'un nouveau parti politique, alors et alors seulement, la nouvelle crise pourra devenir la dernière, pourra signifier les débuts d'une ère nouvelle. Mais si l'on veut comprendre par pouvoir une activité des centres politiques sous l'hégémonie d'un parti politique, centre dirigé par un foyer politique principal, le pouvoir central, si la prise du pouvoir par les soviets signifie en réalité l'usurpation du pouvoir par un nouveau parti politique, dans le but de reconstruire, à l'aide de ce pouvoir, toute la vie économique et sociale du pays, et de résoudre ainsi tous les problèmes compliqués du moment et de l'époque, alors cette nouvelle étape de la révolution ne sera pas, elle non plus, une étape définitive. En effet, nous ne doutons pas un instant que ce nouveau pouvoir ne saura en aucun cas non seulement commencer la vraie reconstruction socialiste, mais même satisfaire les besoins et les intérêts essentiels de la population. Nous ne croyons pas à la possibilité d'accomplir la révolution sociale par le procédé politique qui signifierait que l'œuvre de la reconstruction sociale, que la solution des problèmes si vastes, variés et compliqués de notre temps commencerait par un acte politique, par la prise du pouvoir, par le haut, par le centre. Qui vivra, verra. Voilà, fin de l'article. Le même jour, le groupe de propagande anarcho-syndicaliste publiait dans le Godostruda la déclaration suivante, où il prenait nettement position vis-à-vis des événements. Donc là encore un article du Godostruda. En tant que nous prêtons au mot d'ordre tout le pouvoir aux soviets, un tout autre sens que celui qui, à notre avis, lui est prêté par le parti social-démocrate bolchéviste, appelé par les événements à diriger le mouvement, entre guillemets. En tant que nous ne croyons pas en de vastes perspectives d'une révolution qui débute par un acte politique, notamment par la prise du pouvoir, en tant que nous apprécions négativement toute action de masse déclenchée par des buts politiques et sous l'emprise d'un parti politique, en tant enfin que nous concevons d'une toute autre façon aussi bien le début que le développement ultérieur d'une vraie révolution sociale, nous apprécions le mouvement actuel négativement. Si toutefois l'action de masse se déclenche, alors comme anarchistes, nous y participerons avec la plus grande énergie. Nous ne pouvons pas nous mettre à l'écart des masses révolutionnaires, même si elles ne suivent pas notre chemin et nos appels, même si nous prévoyons l'échec du mouvement. Nous n'oublions jamais qu'il est impossible de prévoir d'avance aussi bien la direction que l'issue d'un mouvement de masse. Par conséquent, nous considérons comme notre devoir de participer toujours à un tel mouvement, cherchant à lui communiquer notre sens, notre idée, notre vérité. Voilà, c'est la fin de l'extrait de Godostruda. La suite des événements est plus ou moins connue. Citons les faits brièvement. Le soutien de la flotte de Kronstadt et de la majorité des troupes de Petrograd assuré, la faiblesse extrême du gouvernement de Kerensky constatée, et les sympathies d'une majorité écrasante des masses travailleuses acquises, le comité central du parti bolchéviste fixa l'insurrection définitive le 25 octobre. 7 novembre, nouveau style, c'est-à-dire 7 novembre de notre calendrier contemporain, jour de la réunion du deuxième congrès pan-russe des soviets. Cette insurrection se produisit effectivement à Petrograd, le 25 octobre au soir. Il n'y eut ni action de masse, ni combat de rue. Abandonné par tout le monde, le gouvernement provisoire se cramponna à des chimères, siégeant au palais d'hiver. Ce dernier a été défendu par un bataillon entre guillemets d'élite, un bataillon de femmes et une poignée de jeunes officiers aspirants. Les détachements de troupes acquises aux bolcheviks, soutenus par des bâtiments de la flotte baltique venus de Kronstadt et alignés sur la Neva face au palais d'hiver, cernèrent ce dernier et, après une courte escarmouche, s'en emparèrent. Kerensky réussit à fuir. Les autres membres du gouvernement provisoire furent arrêtés. La circulation normale dans les rues de la capitale, ainsi que l'aspect général de la ville, ne furent nullement troublés. Ainsi, à Petrograd, toute entre guillemets, l'insurrection ne fut qu'une petite opération militaire menée par le parti bolchéviste qui s'appuyait sur les sympathies des vastes masses travailleuses. Le siège du gouvernement provisoire devenu vide, le comité central du parti bolchéviste s'y installa en vainqueur.
Vers 11 h du soir de cette fameuse journée du 25 octobre, je me trouvais dans une des rues de Petrograd. Elle était obscure et calme. Au loin, on entendait quelques coups de fusil espacés. Subitement, une auto blindée me dépassa à toute allure. De l'intérieur de la voiture, une main lança un gros paquet de feuilles de papier, lequel volèrent en tous sens. Je me baissa et j'en ramassai une. C'était un appel du nouveau gouvernement, entre guillemets, aux ouvriers et paysans russes, leur annonçant la chute du gouvernement de Kerensky, et en bas la liste du nouveau gouvernement, entre guillemets, des commissaires du peuple, Lénine en tête, évidemment. Un sentiment compliqué de tristesse, de colère, de dégoût, et en même temps une sorte de satisfaction ironique s'emparèrent de moi. Ces imbéciles, s'ils ne sont pas tout simplement des démagogues imposteurs, pensais-je, doivent s'imaginer qu'ils accomplissent ainsi la révolution sociale. Eh bien, ils vont voir, et les masses vont prendre une bonne leçon. À Moscou, et aussi dans presque toute l'étendue du pays, la prise du pouvoir par le parti bolchevique ne s'effectua pas avec la même facilité. Moscou vécut 10 jours de combats acharnés. Il y eut beaucoup de victimes, et plusieurs quartiers de la ville furent fortement endommagés par le feu d'artillerie. Dans d'autres villes également, la victoire fut arrachée de haute lutte. Dans certaines contrées, à l'est et surtout au sud, cette victoire ne fut pas définitive. Des mouvements contre-révolutionnaires importants prirent naissance, s'armèrent, se précipitèrent et aboutirent à une guerre civile qui dura jusqu'à la fin de l'année 1921. L'un de ces mouvements, dirigé par le général Denikin en 1919, prit les dimensions d'un événement très dangereux pour le pouvoir bolchéviste. Parti des profondeurs de l'Ukraine, à l'extrême sud de la Russie, l'armée de Denikin arriva, en été 1919, presque aux portes de Moscou. Nous verrons plus bas de quelle façon ce danger imminent put être écarté. Très dangereux, également, fut le mouvement déclenché par le général Wrangel, après celui de Denikin, dans le sud. Assez menaçant a été ensuite le mouvement de l'amiral Kolchak, dans l'est. Les autres mouvements contre-révolutionnaires furent de moindre importance. Presque tous ces mouvements ont été en partie soutenus et alimentés par des interventions étrangères. En somme, c'est à partir de l'année 1922 seulement que le parti bolchéviste au pouvoir put se sentir définitivement maître de la situation et entreprendre l'œuvre qu'il a continuée depuis jusqu'à nos jours. Approchant de la fin de notre étude, venant de résumer la situation générale après la victoire définitive de la révolution bolchéviste, nous ne nous occupons plus, dans la dernière partie de notre exposé, de la suite chronologique des événements. Notre tâche sera maintenant de faire ressortir et d'analyser les faits saillants de la période bolchéviste de la révolution russe, afin de pouvoir formuler nettement les appréciations et les conclusions imposées par cette analyse. Précisons, avant tout, un fait qui n'est pas suffisamment connu. Fidèles à leurs principes, les anarchistes prirent une part très active, souvent décisive, que la révolution eut à soutenir contre la réaction. Dans les combats de Moscou, comme partout ailleurs, les anarchistes se battirent dans les premiers rangs et se sacrifièrent entièrement. J'insiste sur ce point car, très souvent, par ignorance ou par mauvaise foi, on reproche aux anarchistes russes de s'être bornés pendant la révolution à des discussions et n'avoir rien fait. Très original fut, dans la révolution russe, le sort de l'Assemblée constituante. Comme déjà dit, les anarchistes étaient franchement opposés à la convocation de celle-ci. Les bolcheviks préférèrent faire semblant de la convoquer, décider d'avance à la dissoudre au cas où sa majorité, chose possible dans l'ambiance générale du moment, ne serait pas bolchéviste. La constituante fut donc convoquée en janvier 1918, malgré les efforts du parti bolchéviste. Au pouvoir depuis 3 mois déjà, la majorité de l'Assemblée s'avéra anti-bolchéviste. Toutefois, et en dépit de l'inutilité flagrante de cette Assemblée, dont les travaux se poursuivaient dans une atmosphère d'indifférence générale, le gouvernement bolchéviste hésitait à la dissoudre. Il a fallu l'intervention presque fortuite d'un anarchiste pour que l'Assemblée constituante fût dissoute. Le nom de cet anarchiste, un de nos meilleurs camarades, tué par la suite à son poste de chef d'un train blindé en lutte contre les forces de Denikin, nom presque toujours faussé, même par les auteurs anarchistes, et Khelesniakov, Anatole, traduit Anatole en français. Ce camarade, marin de Kronstadt, fut mis par le gouvernement bolchéviste à la tête du détachement de garde au siège de l'Assemblée. Depuis plusieurs jours déjà, les discours interminables, ennuyeux et stériles des leaders des partis politiques à l'Assemblée, discours qui se prolongeaient tard dans la nuit, comme cette émission d'ailleurs, fatiguaient et ennuyaient le corps de garde obligé chaque fois d'attendre la fin et de veiller. Une nuit,
Les bolcheviks et les socialistes révolutionnaires de gauche ayant quitté la séance après une déclaration menaçante et le discours allant leur petit train, Khelezniakov, à la tête de son détachement, s'approcha du fauteuil présidentiel et dit « Fermez la séance, s'il vous plaît, mes hommes sont fatigués. » Décontenancé, indigné, le président, Vetchernov, socialiste révolutionnaire de droite, protesta. Khelezniakov répéta « Je vous dis que le corps de garde est fatigué, je vous prie de quitter la salle des séances. » L'assemblée s'exécuta. Le gouvernement bolchéviste profita de cet incident pour publier le lendemain le décret de dissolution de la constituante. Et c'est la fin de cette partie du chapitre. Au revoir individus de YouTube, à la prochaine!